Bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à un montage électronique incontournable, le hasher. Alors tout d'abord, ne pas confondre hasher et hachoir. Le hachoir, c'est pour la viande. À la limite, si on voulait donner une image pour les carnivores, un hasher, ce serait plutôt ça, c'est-à-dire un fonctionnement discontinu. Allez, restons sérieux. Un hasher en électronique de puissance, c'est un convertisseur d'énergie entre une source et un récepteur, en continu. Le convertisseur fonctionne en commutation, on parle de découpage, comme l'image avec le couteau de tout à l'heure. Si on coupe la moitié du temps, en valeur moyenne, la charge va récupérer 50% de la puissance. Autre exemple, si on n'alimente qu'un quart du temps, la charge reçoit 25%. C'est donc grâce à la commande des interrupteurs que l'on va contrôler le transfert de puissance. Alors, j'ai parlé de source et de charge. Détaillons un petit peu les notions. En électricité, il existe deux types de sources, celle de tension et celle de courant. Par définition, si la tension n'est pas influencée par la charge, on parle de source de tension. Pour les sources de courant, c'est donc le courant qui ne change pas, quel que soit ce que l'on branche. Exemple ici, toujours 2 ampères, et c'est la tension qui est différente en fonction de la charge. Allez, petit exercice, une batterie, ce serait quoi? Idéalement, une source de tension. On veut toujours avoir la même tension, quelle que soit la situation. Autre exemple, le réseau EDF, une prise secteur. Attention au piège, ce n'est pas parce que ça varie au cours du temps que ça change la nature de la source. Ici, c'est tension, bien sûr. Cette tension varie alternativement, mais toujours de la même façon, quel que soit ce que l'on branche. Allez, autre exemple, le condensateur. Eh bien, sur une échelle de temps suffisamment courte, celle du découpage du hasher, la tension n'a pas le temps de varier, donc source de tension équivalente. Allez, encore une, l'inductance. Là aussi, sur un temps très court, eh bien, on pourra l'assimiler à une source de courant. Alors bien sûr, si on a des sources, c'est pour les raccorder ensemble et échanger de l'énergie. Mais attention, pas n'importe comment. Première règle, pour les sources de tension, on peut les laisser déconnectées, mais jamais les court-circuiter. Les sources de courant, c'est l'inverse, c'est en court-circuit qu'elles sont passives. Débranchées, c'est une tension infinie. Sinon, courant avec tension, c'est OK, dans un sens comme dans l'autre. Deux sources de courant en parallèle, c'est OK aussi. Les courants s'ajoutent, à condition bien sûr de ne pas laisser le circuit ouvert. Deux sources de tension en série, c'est OK aussi. Ce sont les tensions qui s'ajoutent. Les branchements interdits, ce sont courants en série ou tensions en parallèle. Donc au final, il n'existe qu'une seule façon de faire pour échanger de l'énergie. Il faut deux sources de nature différente. Et petite remarque sur l'association des sources de tension en parallèle, cette situation interdite peut parfois arriver dans certains cas particuliers. Prenons un exemple de la vie de tous les jours. Panne de voiture, la batterie est à plat. Pas d'affolage, on fait appel à une amie. Voiture et batterie bien chargées, on va faire la technique des câbles de démarrage. On se retrouve donc avec deux sources de tension en parallèle et de valeurs un peu différentes, ce qui est censé être interdit. Mais ce qui va nous sauver, dans ce cas particulier, c'est que les batteries ont des résistances internes. Et c'est aussi vrai pour les câbles. Et donc, quand on fait le calcul, ce sont ces résistances qui limitent le courant dans la boucle. Et plus les éléments tendent à être parfaits, donc les résistances petites,
plus c'est dangereux. Moralité, si vous voulez aider quelqu'un en panne de batterie, ne prenez pas n'importe quel câble, sinon... Dans le commerce, prenez du 25 ou du 50 mm² pour quelques euros de plus, faites le bon choix. Et pour plus de sécurité, des lunettes de protection, et c'est nickel. Alors, OK pour les sources, regardons maintenant les interrupteurs. Électroniques, bien sûr, mais ça fonctionne un peu pareil. Commençons par un interrupteur parfait K. Et oui, les interrupteurs, on les appelle tous K, allez savoir pourquoi. Donc IK le courant et VK la tension aux bornes. Si K est fermé, tension nulle à ces bornes et le courant positif peut circuler. Attention à la confusion, je rappelle que l'interrupteur ne contrôle pas la valeur du courant, c'est le circuit externe qui fait qu'il y en a beaucoup ou pas. Le point de fonctionnement est quelque part sur l'axe, c'est pas l'interrupteur qui décide. Ensuite, lorsque K est fermé, ouvert, courant nul et la tension positive, forcément dans cette orientation, mais sa valeur, elle, n'est pas contrôlée par l'interrupteur. Le point de fonctionnement peut être n'importe où. Et sinon, en sens inverse, deux états possibles aussi, ouverts ou fermés, mais U et I sont opposés par rapport à la convention de départ. Au niveau des commutations, c'est-à-dire des changements d'état, tout n'est pas possible. Ça va dépendre du type de composant que l'on utilise. En électronique, trois familles fonctionnelles de composants, diode, thyristor et transistor. La diode, on ne contrôle rien, elle est passante automatiquement si la tension est positive. Elle se bloque automatiquement aussi si la tension devient négative. Le thyristor, qui possède un moyen pour commander la mise en conduction. Et enfin, les transistors, qu'ils soient MOSFET, IGBT ou autres, dans tous les cas, on peut commander ouverture et fermeture. Allez, on connaît les sources et les interrupteurs, plus qu'à les relier ensemble. Mais comment? Je rappelle que c'est forcément tension d'un côté et courant de l'autre. Première idée, c'est de brancher l'interrupteur en série. Mais problème, on ne pourra jamais ouvrir l'interrupteur. Donc essayons en parallèle. Mais là, c'est quand on ferme l'interrupteur que ça se passe mal. Conclusion, il faut au minimum deux interrupteurs. Ce schéma est appelé cellule de commutation. Mais attention, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les interrupteurs. Exemple, si on les ferme ensemble, c'est court-circuit. Et autre exemple, si on a les deux interrupteurs ouverts, c'est la surtension, on casse tout. En résumé, seulement deux états possibles. Le premier avec juste K1 fermé. Dans cette situation, il y a transfert d'énergie entre les sources. C'est la phase appelée active. L'autre état, c'est juste K2 fermé, aucun transfert d'énergie. On parlera de phase de roue libre. Et au final, le montage dessiné ici, si les sources sont continues, eh bien, c'est celui du hacheur série. Alors, un schéma, c'est bien joli, mais dans la vraie vie, où est-ce qu'on va retrouver des hacheurs? Première réponse, et ça ne date pas d'hier, regardez le TGV Paris-Sud-Est, le orange. Eh bien, des hacheurs, il y en a de nombreux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et des moteurs à courant continu. Là, on est en forte puissance. Mais ça existe aussi en microélectronique. Regardez ici un hacheur, le BUC DC-DC, pour l'alimentation interne d'une puce.
Allez, tiens, un autre domaine, les voitures électriques. Les batteries, c'est du continu, donc forcément besoin de convertisseurs. Et vous aurez noté la tension de 800 volts. Avant, sur les voitures, c'était 400. Mais ça y est, on est passé aux 800 volts. Exemple avec la nouvelle Porsche électrique. L'intérieur, c'est la classe, hein. Pas donné, mais regardez, presque 800 chevaux, le 0 à 100 en 2 secondes 8, autonomie 400 km, recharge en 20 minutes. Bon, pour ça, il faut un superchargeur, 300 kW, ça rigole plus. Allez, assez rêvé, regardons le fonctionnement interne d'un hacheur. Un premier état, avec K1 fermé, on peut en déduire les tensions et courants partout dans le circuit. Pareil pour le deuxième état. On peut reporter les points de fonctionnement sur les caractéristiques des interrupteurs pour les deux états. Et on s'aperçoit qu'il n'y a qu'une seule solution possible. Il faut obligatoirement un composant de type transistor pour K1 et une diode pour K2. Il n'y a pas le choix. Pour bien comprendre, je vais faire une analogie hydraulique. De l'eau en hauteur, c'est de l'énergie potentielle, ce sera le plus de la source de tension. À droite, une turbine, c'est un truc qui tourne quand l'eau circule. Et la turbine va faire tourner une charge très lourde, impossible à arrêter une fois lancée. La vanne, on peut commander son ouverture ou sa fermeture. C'est comme le transistor, ça ne change pas d'état tout seul. Contrairement au clapet, où on ne commande rien, soit il est dans le bon sens et ça passe, soit il est en inverse et ça bloque. C'est comme la diode. Le symbole du clapet qui montre la bille interne qui bloque ou laisse passer suivant le sens. Lors du fonctionnement du hacheur, premier état, vanne ouverte, l'eau descend et fait tourner la turbine. Et remarque importante, c'est le poids de l'eau qui bloque le clapet. Comme en électronique, c'est le fait de commander le transistor qui va engendrer le blocage de la diode. Ensuite, deuxième état, on commande le blocage de la vanne. Et comme la turbine ne peut pas s'arrêter de tourner, elle va aspirer l'eau au travers du clapet. Là aussi, important de voir que c'est le fait de couper la vanne qui provoque la conduction du clapet, comme le blocage du transistor qui va engendrer automatiquement la mise en conduction de la diode. Ok, alors maintenant, essayons de voir ce qui se passe si le courant était en sens inverse. Première réponse, impossible avec les composants vus précédemment. Par contre, si on fait une étude des commutations, je vous fais grâce de la démonstration, au final, il n'y a qu'une seule solution possible, la diode en haut, le transistor en bas. Et autre remarque, dans cette configuration, c'est la source de courant qui est générateur. En reprenant l'analogie hydraulique, la pompe est maintenant à droite, la turbine à gauche, et vanne et clapet sont inversés. Lors du fonctionnement, premier état, vanne bloquée, l'eau ne peut que remonter, poussée par la pompe. Deuxième état, la vanne est maintenant passante, ce qui offre un chemin plus facile pour l'eau, qui n'est plus obligée de remonter. Le clapet se ferme à cause de la pression du réservoir d'en haut. On remarquera que si ce réservoir est suffisamment grand, la turbine tourne sans interruption.
En résumé, une diode et un transistor pour un sens du courant, une autre diode et un autre transistor pour l'autre sens, et donc la structure réversible complète avec deux transistors et deux diodes. C'est ce que l'on appelle aussi un bras de pont. Autre remarque, la commande du transistor du haut peut poser problème. En effet, on ne peut pas relier ensemble les deux masses des deux générateurs. Mais pour un hacheur non réversible, on remarquera que l'on peut décaler le transistor sans changer le fonctionnement et même le mettre en bas, on reste toujours dans la même maille. Et donc en redessinant le schéma, on obtient le même hacheur. Mais cette fois, les masses sont communes et donc plus de problème. Allez, pour terminer, une petite partie sur le hacheur avec charge inductive. Je prends le hacheur série basique. La source de tension fournit l'énergie. Celle de courant à droite reçoit. Mais dans la vraie vie, le comportement de cette charge n'est pas toujours idéal. Bien souvent, c'est une charge quelconque à laquelle on ajoute une inductance en série pour se rapprocher le plus possible du comportement d'une source de courant. Et donc le courant n'est pas parfaitement continu, mais présente une petite ondulation. Allez, simulation pour comprendre comment ça se passe. Voici le montage que je vais étudier. Alors la charge, c'est un moteur à courant continu. Un grand classique avec un hacheur, c'est de faire varier la vitesse de rotation. L'interrupteur commandé, j'ai choisi un MOSFET. Donc la grille ici va être commandée manuellement pour le début par un signal logique. Et la source de tension principale, 100 volts pour l'ensemble. Lorsque je commande le transistor, le courant circule, on le voit s'établir à une certaine valeur. Le moteur tourne. Si je coupe, eh bien le courant s'interrompt brutalement. Je remets, je recoupe brutalement. Et donc là, on dit que ça ne va pas être facile pour faire varier la vitesse du moteur. Normal, le montage n'est pas terminé. Je vais rajouter la diode de roue libre. La voici. Lorsque je commande, le courant circule, j'arrête et le courant s'arrête. On voit que la diode, en fait, ne sert à rien. Je le refais. Elle ne sert absolument à rien. Jamais un courant circule ici. Normal, parce que le moteur ne se comporte pas comme une source de courant. Et donc, on va rajouter une inductance en série, bobine, pour que l'ensemble moteur plus inductance se comporte comme une source de courant. Lorsque je commande, le courant s'établit. Vous voyez que là maintenant, ça se fait différemment, hein, c'est pas brutal. L'inductance s'oppose aux variations de courant. Et lorsque je vais couper, il va y avoir circulation du courant, maintien de la circulation du courant dans la diode de roue libre. Je le refais, le courant circule, là, là. Et donc, si je commande suffisamment rapidement, on voit que l'on a un fonctionnement au niveau du moteur qui est presque continu. Alors, je l'ai fait manuellement, mais maintenant, je vais introduire une commande avec un générateur, ce sera plus facile. Donc, dessiner composant générateur de tension. Voilà. Un petit fil. Voilà. Je vais mettre une tension carrée. OK. Et donc là, on voit la même chose que tout à l'heure, mais on voit l'ondulation de courant. Le courant ne s'interrompt jamais grâce
à la phase ici de roue libre. Alors bien sûr, on peut réduire cette ondulation de courant en augmentant la valeur de l'inductance, qui a pour effet de le lisser. Donc si je mets 2, on voit bien que l'ondulation est plus petite. Donc bon, 2 Henry, c'est déjà beaucoup, hein, mais j'exagère. Et donc là, on voit que l'ondulation de courant est vraiment réduite. Sauf que vous allez me dire 10 Henry, c'est énorme comme valeur d'inductance. On va plutôt prendre des valeurs petites de l'inductance et augmenter la fréquence, ce qui a le même effet, parce que si je fais ici 80, donc le double, on retrouve la même ondulation que l'on avait auparavant. Et donc, on peut augmenter la fréquence, et on a tout intérêt à augmenter cette fréquence. Je l'augmente, par exemple, 400 Hz. Et du coup, là, vous voyez que l'ondulation est petite. On remarquera d'ailleurs qu'il y a un régime transitoire qui dépend de la valeur de l'inductance. Donc plus elle est grande et plus ce régime transitoire est long. Donc là aussi, on a encore intérêt à réduire cette valeur. Je mets 0,1, qui est plus réaliste. Bien sûr, ça a changé l'ondulation. Et je peux augmenter la fréquence, par exemple 4 kHz. Okay. Et donc là, vous voyez que l'ondulation est devenue toute petite. Alors on peut augmenter la fréquence jusqu'à la limite de fonctionnement du transistor. Là c'est un MOS, donc ça ne pose pas de problème, je pourrais aller même au-delà, 20 kg, voire au-delà, ça fonctionnerait aussi. Mais je préfère garder une toute petite ondulation pour qu'on la voit. Et bien sûr, je peux faire fonctionner vraiment mon montage comme il est prévu, à savoir pour régler la vitesse. Je vais le rajouter d'ailleurs, donc l'image de la tension qui est l'image de la vitesse. Et je vais rajouter un petit curseur au niveau du rapport cyclique que je vais régler entre 0 et 100. Et donc là, on voit que lorsque je vais faire varier mon rapport cyclique, je vais faire varier la vitesse de rotation de façon propre. Je change, vous voyez, ça s'établit. La tension envers, là, qui est l'image de la vitesse, suit l'évolution de mon rapport cyclique. L'ondulation de courant, elle a été réduite. Vous voyez que d'ailleurs, quand on est proche d'un rapport cyclique de 100, l'ondulation est réduite. On peut démontrer mathématiquement que c'est quand le rapport cyclique est à la moitié, à 50%, que l'on a le maximum d'ondulation. Vous voyez que si je redescends, l'ondulation en courant, elle va se réduire également. Donc c'est vraiment au milieu où il y en a le plus. Alors que sur la vitesse, c'est parfaitement continu, grâce à notre montage Asher qui permet de faire une variation de la vitesse de rotation du moteur. Donc voilà, vous savez tout presque. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.